Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV. Qu'est-ce que la démocratie? Tel est le thème de cet entretien que nous avons aujourd'hui avec le docteur Jacques Oukam. Dans le cadre de cette émission que vous connaissez déjà, Interrogeons-nous, l'émission qui questionne les concepts et voir comment est-ce qu'ils impactent notre quotidien afin pour nous, pour chacun de nous, d'envisager soit une construction de nos travaux de recherche, soit une meilleure appréhension de nos statuts sociaux ou sociétaux. Docteur Oukam, bonjour. Bonjour Fabrice. Merci pour cet échange que vous accordez à Africa TV. Un échange, une discussion. Il semble que la démocratie naît de la discussion, jaillit la démocratie ou alors de la vérité. Qu'est-ce que la démocratie à l'entendement populaire de manière littérale ou simple pour commencer? Pour l'entendement populaire, il y a une définition assez mécanique qui vient de Lincoln l'Américain. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Tout le monde récite et le dit. On peut avancer un peu, dit que la démocratie, c'est un système de gouvernement où le peuple est à l'origine du pouvoir. Et poser la question de la définition de la démocratie, c'est aller au fond et s'interroger sur la source comme l'origine du pouvoir et la fin comme la téléologie du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, il est question, dans cette compréhension de la démocratie, de savoir pourquoi la démocratie. Pourquoi? La première raison, c'est de savoir pour que l'homme, disons tout simplement, soit de plus en plus libre et épanoui. Et ensuite, pour que l'association de laquelle il appartient épanouisse l'individu en épanouissant tout le monde. L'une des sources philosophiques de la démocratie, c'est Jean-Jacques Rousseau. Arrêtons-nous seulement à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est question de trouver une forme d'association. Je dis bien association, qui défendent de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Donc nous sommes dans le cadre d'une association. Et une association, ça signifie que les parties prenantes sont d'égale valeur. Nous sommes dans une association humaine. Ça signifie que l'un des piliers de cette démocratie-là, c'est l'égalité, justement. C'est-à-dire que si on est en association, et les juristes le disent, dans une association, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine, parce que les voix s'égalent, parce qu'on peut discuter et décider en même temps, parce qu'on a on part sur un préjugé que nous sommes tous égaux. Et c'est d'ailleurs pourquoi, vous voyez, au préambule de toutes les constitutions et de la charte des droits de l'homme, tous les hommes sont libres en droit et en devoir. Donc, après cette éclaircie, on peut comprendre que la démocratie reste ce système de gouvernement qui permet de maintenir l'équilibre entre les personnes et de construire la vision d'une société vers un idéal défini par ces mêmes personnes. Ok, merci. Merci pour cette éclaircie de départ qui permet de rendre compte de la diversité des concepts ou alors des situations qui peuvent s'imbriquer dans le cadre de la notion de démocratie. Je retiens, avec mes téléspectateurs, je retiens le mot peuple, le mot pouvoir, le mot association, le mot bien de tous défendu, l'expression bien de tous défendu par chacun. Qui détient le pouvoir dans ce glossaire, dans ce mini-glossaire que je viens de présenter? Qui détient le pouvoir? À quoi sert le pouvoir de manière définitive? Mécaniquement, on peut dire que c'est le peuple qui détient le pouvoir. Peut-être qu'il faut rentrer un peu dans les théories contractualistes pour mieux le comprendre.
c'est qu'au départ, les contractualistes, notamment Rousseau, John Rawls, imaginent que la société est un état de nature. C'est un état de nature. C'est un état de nature. Et en tant qu'état de nature, chacun s'administre par lui-même. C'est-à-dire que, imaginez, dans une forêt, chacun a le droit de cueillir les mangues qu'il veut, de couper l'arbre qu'il veut, de se réveiller tôt le matin et de prendre rien organisé. Chacun a le droit sur tout. Si chacun a le droit sur tout, ça veut dire qu'on est exactement dans la jungle. Le plus fort mâche le plus petit. Et à un moment donné, on se dit non, ce n'est pas possible. Il faut se rassembler et voir comment est-ce qu'on peut organiser la distribution des biens. Il faut se rassembler, organiser les biens. Et il faut choisir des gens qui sont délégués pour distribuer les biens. Imaginons par exemple un manguier dans un quartier. Le manguier, imaginons que le manguier soit la seule source de production pour le quartier. Les gens, à l'origine, n'ont pas encore de technologie, ne savent pas fabriquer et construire des biens tels qu'on peut le dire aujourd'hui. Donc, faisons ce retour dans notre imagination et imaginons un peu la société à cet âge-là. Tôt le matin, le plus fort se lève et ramasse les mangues et ramène chez lui. Que mangent les autres populations du village? Rien du tout parce qu'ils n'ont plus rien, puisque tout a été ramassé. Mais on sait bien que la population croît plus que les mangues ne croissent. C'est-à-dire que logiquement, dans une organisation sociale, il aurait fallu que, en fonction de la croissance de la population, qu'il y ait une proportion par rapport aux manguiers pour que le peuple désigné ait toujours de la nourriture. Sauf que quelquefois, les populations croissent plus vite que les manguiers qui existent dans le village. Ce qui va se passer, c'est que il n'y a qu'une seule solution, c'est la guerre. Et pour éviter la guerre, il va falloir que toutes les populations du village se rassemblent pour décider de comment est-ce que s'administrent les mangues. Entendez? Comment est-ce que s'administrent les biens que nous avons tous. Et c'est pour ça que nous pouvons revenir sur la définition de Rousseau. Trouver une forme d'association où chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Donc, à partir de ce moment, celui qui est désigné pour ramasser les mangues tôt le matin, les ramasse au nom du peuple. Au nom de ce peuple-là, parce que le peuple l'a choisi pour ramasser les mangues. Du coup, il ne crée pas les mangues, il distribue ou bien il participe à redistribuer les mangues que la nature produit au nom de tous. D'accord? Donc du coup, celui qui a le pouvoir, c'est le peuple et non le représentant. Et plus tard, on le verra, j'espère, on va arriver dans la philosophie discursive pour se rendre compte qu'en réalité, ce pouvoir peut s'accroître et que la représentation qu'on vous donne ne peut être que provisoire parce qu'on peut vous l'enlever quand on en a besoin, quand on veut, ou bien si vous êtes défaillant par rapport au rôle, au strict rôle qui vous a été donné. Très bien. Dans cette dynamique, dans la suite de cette diffusion, nous nous rappelons de cette heureuse phrase de Jean-Jacques Rousseau, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Maintenant, le peuple qui détient le pouvoir, le peuple qui est à l'origine du pouvoir, et qui organise la société, qui confie ses pouvoirs et ses prérogatives à un individu, par exemple dans le cas du manguier et du village, pour pouvoir ramasser et répartir entre les différentes couches de la société. Comment est-ce qu'il arrive au quotidien à manager ce pouvoir au-delà de la dimension désignative? C'est-à-dire, il a désigné pour une certaine période, il attend des résultats au terme de la période pour pouvoir évaluer si le mandat qu'il a donné au cueilleur ou au ramasseur a été bien administré. Comment est-ce qu'au quotidien peut-il arriver à manager cela? Parce que l'on observe quand même la question, il faut la situer dans un contexte,
on observe quand même une défaillance d'un certain nombre de prérogatives, avec un certain nombre de prérogatives populaires, avec un certain nombre d'avatars, marqués notamment par la présence d'intermédiaires du pouvoir, soit des représentants élus, soit des représentants auto-déclarés, qui peuvent être soit des syndicats, des groupes de pression, la presse également. À ce niveau, comment est-ce que le peuple arrive-t-il encore à tenir ferme, tenir le bon bout de son pouvoir, le bon bout de sa prérogative? Je vais citer Kant pour répondre à votre question. Kant dit que l'homme a été taillé dans un bois si courbe qu'on ne peut en espérer avoir quelque chose d'assez droit. Léon dit, et c'est là où se crée tout de suite une entorse à l'égalité. C'est que le représentant désigné par le peuple, de temps en temps, pense qu'il est naturellement désigné pour gérer la situation. Et il faut le dire, ce me semble être le nœud même du problème de la démocratie. C'est que parce qu'un rôle vous a été confié, ou bien parce que vous avez senti qu'il fallait faire quelque chose, en le faisant, vous commencez à avoir l'impression que vous êtes au-dessus des autres et que les autres sont vos sujets. Et vous pouvez, à partir de ce moment, comprendre les différentes formes de gouvernement qu'on peut commencer à dénommer à partir de ce moment. C'est que, à un moment donné, le sujet humain, représentant, désigné parfois, a l'impression qu'en réalité, c'est un rôle naturel qui lui a été donné. Et c'est pour ça que, et je pense que ce serait une des belles conclusions de notre entretien, on le verra à la fin, ce serait que la démocratie est davantage une éducation plutôt qu'autre chose. C'est un idéal éducatif au sein duquel on apprend à l'individu à respecter l'autre, à respecter les points de vue de l'autre, à respecter la personne de l'autre, à respecter les biens de l'autre. Quelle que soit notre origine, notre race, notre ethnie, nous avons des talents, nous avons du potentiel à construire qui participe à enrichir l'association commune dans laquelle nous sommes. Donc celui qui est désigné pour nous représenter, ou bien celui qui arrache le pouvoir à un moment donné, ne peut arracher ce pouvoir que pour construire la société dans laquelle nous sommes communément inscrits. Donc il n'est pas question, c'est pour ça que vous allez entendre des gens vous parler de dictateurs éclairés, vous allez parler de dictateurs farouches, vous allez entendre plein de choses. Mais l'essentiel de la cité politique, c'est de réussir à créer un centre de bonheur pour les individus, un centre de liberté et d'épanouissement. C'est d'ailleurs pourquoi Aristote pense que la société est le lieu de bonheur de l'individu. C'est le lieu où l'individu s'épanouit, c'est le lieu où l'individu se sent libre. Mais pour que cet épanouissement et cette liberté se mettent en marche, il faut bien qu'il y ait un respect entre la personne qui gouverne et la personne qui est gouvernée. Et il faut bien comprendre que dans cette logique que nous sommes en train de construire, dire une personne gouvernée, ce serait une exagération de langage. Parce que justement, c'est la personne qui semble, selon les termes contemporains, être gouvernée, qui en réalité est auteur du pouvoir. Justement, c'est la sémantique actuelle tourne dans une dynamique de gouverneur et gouverné. Le gouverné qui est censé être le gouvernant initial, le gouvernant originel, ça va être le gouverné subi au quotidien les avatars de l'action de son mandataire. De son mandataire. Cela nous rappelle une citation de Condorcet, un parlementaire français du 19e siècle, qui disait « mandataire du peuple ». Et je vous attends justement sur un petit commentaire de cette situation à la suite des précédents échanges. « Mandataire du peuple », je cite, « je ferai ce que je croirais le plus conforme à ses intérêts. Il m'a envoyé pour exposer ses idées, mes idées, non les siennes. L'indépendance absolue de mes opinions est le premier de mes devoirs envers lui. L'indépendance absolue de mes opinions est le premier de mes devoirs envers lui. » Fin de citation. Mais justement, si j'ai bien compris la citation, parce qu'il n'a pas compris le mandat qui est le sien. Il n'est pas là, il n'est pas dans l'Assemblée pour exprimer ses opinions à lui, mais il est dans l'Assemblée pour
exprimer les opinions du peuple. C'est pour ça que vous allez voir dans des parlements, notamment le parlement camerounais, on dit que les députés sont des représentants du peuple ou bien d'une partie du peuple. C'est-à-dire que les députés sont supposés ramener à l'Assemblée nationale les idées que défendent le peuple et non leurs propres idées. Et vous allez voir, le vice peut commencer là. C'est-à-dire que, à partir, comme je le disais précédemment, à partir du moment où vous êtes désigné pour représenter le peuple, vous pensez que vous pouvez utiliser ce mandat pour défendre vos intérêts à vous ou bien les intérêts d'un petit groupe particulier et vous aurez faussé le mandat que vous a donné ceux qui vous ont élus. Donc, démocratiquement, si tous les systèmes électoraux fonctionnaient normalement, on s'attendrait à ce que 4 ans, 5 ans après, qu'on vous enlève le mandat qu'on vous a donné. C'est peut-être ce qui reste encore au peuple à partir du moment où il a voté quelqu'un qui ne fait pas ce que lui demande. Ce qui lui reste, c'est d'attendre 5 ans après pour lui enlever le mandat. Mais vous allez me dire que 5 ans après, ça fait 5 ans, 5 années pour le peuple qui serait passé gratuitement. Comme ça, il faut attendre 5. C'est-à-dire que le député en question aurait perdu 5 ans au peuple, il faudrait attendre 5 ans pour le remplacer. Peut-être qu'il faudrait aussi que la société trouve des mécanismes pour pouvoir rattraper même quelqu'un dans son mandat. Parce que 5 ans pour un peuple, vous avez des êtres humains qui ne vivent que 5 ans. Vous avez des êtres humains qui ne vivent que 5 ans 2 fois ou 5 ans 3 fois. Donc ceux-là auraient perdu leur existence parce que ceux qui les représentent socialement et politiquement auraient torpillé le projet social qu'ils étaient supposés porter en leur nom. Mais il est aussi supposé que les représentants sont suffisamment éclairés pour savoir qu'ils ont un mandat lié au peuple. On ne peut pas dire qu'ils sont suffisamment éclairés. On ne peut pas dire qu'ils sont suffisamment éclairés. Ils sont là pour représenter. C'est pas sûr que si on faisait une élection d'intelligence pour les choisir, c'est pas sûr que c'est eux qui seraient choisis. Vous avez dans la société des gens qui s'engagent scientifiquement, des gens qui s'engagent à l'université et qui n'auraient pas aimé s'engager politiquement. Donc, vous avez des gens qui s'engagent politiquement et qui ne sont pas nécessairement les personnes les plus intelligentes pour pouvoir dire qu'ils sont suffisamment éclairés. C'est la raison pour laquelle, derrière un député, par exemple, derrière un chef d'État, vous allez voir, il y a tout un cabinet de travail qui pense les politiques, qui pense ses agirs, qui pense ses discours, qui lui propose des choses. Pourquoi? Parce que ce cabinet est supposé être discrètement, le lien entre le peuple, c'est-à-dire ceux qui ont élu le représentant, entre le peuple, c'est-à-dire, je répète, ceux qui ont élu le représentant et le représentant. C'est-à-dire, en réalité, ils doivent ramener au niveau du représentant ce que pense le peuple. Du coup, on n'a pas à attendre 5 ans pour le corriger. Donc, dans une démocratie bien agencée et bien outillée, il est question qu'il y ait un rapport conséquent d'aller et retour entre celui qui est choisi pour représenter, je préfère toujours le dire comme ça, et le peuple qui a le pouvoir. Parce que le peuple peut à tout moment choisir de changer une trajectoire, choisir de changer une orientation, mais il faudrait que celui qui le représente soit disponible pour pouvoir porter cette voix dans l'Assemblée où est supposé se discuter les projets de société. Mais il y a un risque d'instabilité, je veux dire politique, constante ou permanente dans ces chemins. Si chaque fois que le peuple n'est pas satisfait d'une initiative ou d'un vote ou alors d'un engagement pris par son représentant, il est obligé de le remettre de côté et choisir un nouveau. Non. C'est ce qui nous ramènerait facilement vers une anarchie. Peut-être qu'il faudrait que l'éducation sociale permette à celui qui représente de comprendre qu'il représente et qu'il doit tout le temps revenir vers le peuple pour savoir quels sont les besoins de ce peuple. Sinon, il ne représente que lui-même et pas le peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'éducation devrait, dans un premier temps, de comprendre qu'il n'est pas, parce qu'il est représentant, il n'est pas supérieur au peuple, mais davantage qu'il fait partie du peuple où se trouve son épouse, ses enfants, ses cousins, ses amis, qui sont dans ce peuple-là, et donc il n'a pas, pour cet argument-là, il n'a pas à les sous-estimer. Donc il devrait tout le temps faire des allées et venues, comme je le disais tout à l'heure, pour prendre cette volonté arbitrée, discuter du peuple et les ramener dans les instances où se décide
où le pouvoir s'exprime, où le pouvoir s'exerce. Merci. En vous suivant, on a l'impression que le peuple, ou alors les peuples n'ont pas suffisamment compris ou adhéré à la logique ancienne des Lumières, qui disait que la lumière, c'est une forme, c'est le cadre dans lequel le peuple arrive à penser par lui-même. Il a une citation latine, sapere aude, oser penser par soi-même. Oui. On a l'impression justement que pas le peuple, les peuples en général n'arrivent plus à saisir un certain nombre de choses par rapport à leur vision, par rapport à leurs engagements, par rapport aux défis qui concernent leur société actuelle. Ils ne sont pas seulement soit éduqués, soit outillés pour pouvoir assumer cela. Comment comprendre? Peut-être qu'il faut resituer déjà la pensée de Kant. C'est-à-dire que la philosophie des Lumières, c'est une comment je peux appeler ça? C'est un arrachement du pouvoir de la divinité pour la raison. C'est-à-dire qu'on sort d'un moment où on pense que c'est Dieu qui décide de tout, c'est Dieu qui gouverne nos vies, c'est Dieu qui fait ceci, c'est l'Église et tout ce qui va avec, qui décide ici ou ça, pour la raison. Désormais, la lumière, c'est-à-dire qu'on est capable de penser par soi-même, de se projeter par soi-même. Donc, et si on est capable de se penser par soi-même, de se projeter par soi-même, on est donc capable, dans la discussion, de mettre en place un projet de société sans penser que fatalement c'est un Dieu qui déciderait, ou alors c'est quelque chose de la nature, ou bien quelque chose de mystique qui rentrerait en jeu pour que la société s'organise. La société ne peut s'organiser que par notre raison. Et par notre raison, on peut discuter, on peut construire une égalité, on peut construire des œuvres qui sont des œuvres au profit de l'humanité. À partir de ce moment-là, vous comprenez que c'est l'homme qui est le sujet principal, c'est l'homme qui est le transcendant, non transcendé. Mais là, justement, on dit, les peuples ont les gouvernements ou les gouvernants qu'ils méritent. À vous suivre, justement, ça veut dire que les peuples ont choisi d'être dirigés dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Non, est-ce que les peuples ont choisi d'être dirigés dans le mauvais sens ou le bon sens? Non, c'est qu'il y a un héritage historique qui est la lutte entre la classe bourgeoise et le prolétariat. C'est un héritage historique dont parle Marx sur des livres, sur beaucoup de textes qu'il publie, qu'il écrit, beaucoup de réflexions qu'il fait. Cet héritage historique fait que les bourgeois, et ce que je disais tout à l'heure, pensent toujours qu'ils sont des héritiers d'une certaine divinité, d'une certaine lumière mystique qui ferait d'eux des gens particuliers qui auraient le pouvoir sur les autres. Et vous allez voir, tout le droit qui s'est construit, c'est pour réparer cette inégalité-là. Tout le droit qui se construit tente de réparer cette inégalité. Bon, mais pour réparer cette inégalité, il faut bien qu'il y ait association. Parce que quand vous voyez que ce soit la dictature, que ce soit l'aristocratie, c'est justement qu'à un moment donné, vous avez des groupes de personnes qui pensent qu'ils sont élus naturellement supérieurs à d'autres personnes. Ça se voit entre les races, ça se voit entre les tribus dans certains pays, ça se voit quand vous voyez l'organisation du monde actuel, vous voyez comment est-ce que, on peut le dire, comment est-ce que certains peuples se comportent par rapport à certains peuples. Vous vous rendez compte effectivement qu'ils ont l'impression d'être supérieurs naturellement à ces peuples-là. Et au point où les peuples qui sont dominés ont même l'impression aussi d'être à leur place en tant que dominés. Donc, on reviendra toujours sur la notion d'éducation. C'est-à-dire que si on n'est pas éduqué, on ne peut pas prendre conscience du fait qu'on est des êtres libres et que la liberté n'est qu'une puissance. La puissance n'est que fonction de la détermination que nous mettons pour nous libérer. C'est-à-dire quels sont les outils que nous construisons intelligemment pour pouvoir nous libérer par rapport à l'oppresseur. Et c'est peut-être ça aussi qui fait le challenge historique. C'est-à-dire que tout le temps, il va falloir
se développer, se lever tôt le matin, lire, travailler durement, poser des réflexions, discuter, construire de grandes œuvres pour pouvoir faire face à l'oppression en face. Parce que chacun a un oppresseur, il faut le dire. Et c'est la raison pour laquelle finalement la démocratie ne peut être qu'un idéal. Un idéal d'égalité, un idéal qui permet à ceux qui, disons-le, semblent être dominés ou bien sont dominés, de combattre. Maintenant, les moyens du combat, on pourrait en discuter une autre fois, mais de combattre ceux d'en face qui ont toujours l'impression qu'ils doivent les écraser, qu'ils doivent les dominer, qu'ils doivent leur imposer des choses. Parce que la fin de l'homme, la téléologie de l'homme pourrait se situer dans l'épanouissement et la liberté. L'épanouissement et la liberté comme la fin de l'homme. Entre les régimes dits totalitaires au régime démocratique, on pourrait dire qu'il y a une différence ténue. Il y a une frontière ténue, immense. Elle est tellement infime qu'on peut considérer que les régimes dits démocratiques, d'une manière ou d'une autre, arrivent à dominer ou à conduire l'homme dans le sens qu'ils veulent. Par contre, bien que les régimes dictatoriaux, comme on dit dictatoriaux, ont une ligne directe, brutale, peut-être violente, explicite, dans le sens de on conduit l'homme dans un sens qui pour nous, pour le dirigeant, semble être le meilleur. On ne va pas citer des exemples ici, mais on a justement l'impression que ces régimes ont plus d'effets en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est les régimes dictatoriaux. Oui. Quel commentaire là-dessus? Bon, parce que les grandes réussites qu'on nous vante aujourd'hui ont d'abord été à un moment donné. Ceux qui vous regardent pourraient vous accuser d'être un oppresseur. Non, disons plutôt que la vraie question, et vous l'avez posée au départ, c'est certainement de savoir qui gouverne. Et de tout temps, vous allez voir, vous avez dans les formes de gouvernement, le gouvernement de l'un, vous allez voir le gouvernement de la partie, et vous allez voir le gouvernement du tout. C'est-à-dire que vous avez l'un, c'est le dictateur, vous avez l'aristocratie qui est la partie, et vous avez le gouvernement de tout qui est supposé être ce qu'on appelle la démocratie. Et vous voyez, quelle que soit la forme de gouvernement que vous choisissez, si vous voulez le bonheur social, il va falloir utiliser du tact. Je commence par là où vous avez fini. Vous estimez que la démocratie peut être ambiguë, parce que finalement elle n'est pas rapide à créer les conditions de bonheur pour l'individu. Surtout que l'homme est essentiellement changeant en termes de dynamique, en termes de besoins, en termes d'appréhension sociale. Oui. Non, on ne peut pas fonder la démocratie. La démocratie ne peut pas se fonder sur l'homme en tant qu'individu, sujet libre. Parce que dans ce cas-là, on aurait affaire à ses affects, à ses humeurs et à tout ce qui change en lui. Non, ses affects, ses humeurs sont sa dimension naturelle. Sa dimension sociale, c'est l'entrée en relation avec l'autre. Et à partir du moment où il entre en relation, ça veut dire qu'il peut engager une discussion avec l'autre et discipliner ses affects et ses humeurs. Quand vous rentrez dans la relation avec l'autre, vous comprenez que vous n'êtes plus seul dans votre chambre fermée, mais vous êtes dans la relation avec l'autre. Et en étant dans la relation avec l'autre, vous avez besoin du respect, d'apporter du respect. C'est pour ça que quand vous êtes dans votre chambre, vous pouvez ouvrir votre bouche, vous bâiller. Mais quand vous êtes avec les autres, vous avez tendance à poser la main avant de faire votre bâillement. Donc, du coup, vous allez vous rendre compte que la présence de l'autre, quelqu'un dirait nous limite, mais la présence de l'autre nous grandit. Donc, c'est dans cette discussion qu'on a avec l'autre, et c'est ce qui est supposé de la démocratie. Là, je viens là rapidement sur Habermas, l'éthique de la discussion. C'est-à-dire que on a la possibilité d'entrer en relation avec l'autre, de discuter sur les projets qui nous concernent communément. C'est pour ça que Habermas insiste sur un terme. Toutes les personnes concernées doivent être associées. Mais vous allez me poser la question, c'est un point de vue peut-être théorique. Vous allez me dire comment mettre une population, tout un pays, dans une discussion pour résoudre un problème. Bon, je pourrais aussi vous dire qu'on peut répartir en petits groupes en fonction des centres d'intérêt, de manière de casser en petits groupes autant que nécessité exige pour que chacun se sente concerné
pas le résultat délibératif qui en serait sorti. Donc, la question est là. Et si vous pensez que le dictateur, quelquefois on parle de dictateur éclairé, peut-être pour justifier ce que vous avez dit, mais le dictateur éclairé ne peut être que circonstanciel. Ça ne peut être que pour un moment. Ça ne peut être que transitoire. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous prenez le pouvoir d'un peuple et vous pensez que vous pouvez gouverner sans ce peuple-là, même si vous faites de bonnes choses, à un moment donné, vous pourrez faire contre. Vous connaissez le fameux dicton. Vous pouvez faire contre celui vers qui vous voulez faire du bien. Donc, du coup, il est toujours important que le désir personnel retrouve le désir des autres. Pour qu'il y ait un agencement, pour qu'il y ait une cohésion dans l'équilibre social. Donc, on ne peut pas, je peux pas vous laisser me faire dire que la dictature, c'est le système le plus rapide pour créer le bonheur des autres. Non. Il y a des moments de l'histoire qui exigent qu'un coup de force se mette en avant pour pouvoir réguler une situation, mais il ne peut être que provisoire, il ne peut être que transitoire. Pour corroborer partiellement ce que vous dites, suite à ma préoccupation, comme sur le dictateur éclairé, il est éclairé non de lui-même, mais certainement par un groupe de personnes qui l'orientent dans un sens, en effet, dans le sens positif. En effet. Pour le bien, et il faut bien que le groupe de personnes retrouve l'ensemble des personnes. Il y a des moyens pour le faire et il suffit d'y réfléchir. D'accord. Alors, on a bien balayé, on peut passer au second axe, ou alors au troisième déjà, la démocratie ou la démocratie. À vous suivre, on a des formes de démocratie. Parce qu'il n'y a pas une démocratie, il n'y a pas une forme de démocratie universellement partagée et approuvée. Situez-nous un peu, situez nos téléspectateurs sur les différentes appréhensions, les différentes formes de démocratie qu'on peut avoir. Bon, maintenant, quand on parle il faut parler des démocraties. Si on dit la démocratie, ça reste l'idéal. Mais on peut parler des démocraties sans en avoir un modèle précis posé quelque part. Il y a quelque chose qui est assez délicat dans les démocraties contemporaines, c'est notamment le pouvoir discrétionnaire. Ce serait mal qu'on finisse le débat sans qu'on en parle, qui existe partout. Mais vous voyez, vous êtes élu pour représenter un peuple. Et vous avez besoin d'une équipe pour que cette représentation soit possible, parce qu'on ne pouvait jamais l'exercer seul. Mais il aurait été important que le peuple qui vous a élu, ou bien ceux qui représentent ce peuple dans une assemblée, donnent leur avis sur les personnes que vous choisissez. Parce que vous pouvez choisir votre femme, vous pouvez choisir votre enfant, vous pouvez choisir vos cousins, vous pouvez choisir vos oncles, sans que toutes ces personnes que je viens de citer, en réalité, sont difficilement objectivables dans les décisions que vous pouvez prendre. Donc, il aurait été important que, je crois quand même, il faut le dire, que nos enfants, à un moment donné, exerçant cette même démocratie dans laquelle nous sommes, vont se dire, nos parents ont peut-être été très idiots de maintenir le pouvoir discrétionnaire. Donc, il aurait été important que, si vous choisissez quelqu'un, que cette personne, ou bien le nom de cette personne, ou bien le statut de cette personne soit discuté auprès d'une assemblée. Ça se passe sur certaines élections, sur certaines nominations aux États-Unis. C'est-à-dire que vous choisissez quelqu'un pour qu'il soit juge, par exemple, il faut qu'il passe devant l'assemblée qui évalue la personne. Ça permet, ceci a un avantage. L'avantage, c'est que ça permet à celui qui est choisi de comprendre que ce n'est pas pour vous qu'il travaille en tant que personne, mais c'est pour le peuple qu'il travaille. C'est au moins, ou bien au pire des cas, pour l'Assemblée qui a discuté, qui a validé sa nomination ou pas. Donc, ce serait pour moi important. Maintenant, quand vous parlez, pour revenir à votre question, parce qu'il fallait quand même s'arrêter un moment sur le pouvoir discrétionnaire, mais maintenant, quand vous parlez des formes de démocratie, vous allez voir que les démocraties sont culturellement situées. Des peuples ont des manières de faire. Et à partir du moment où ils adoptent
cette manière de faire dans leur constitution, qui est supposée être la loi fondamentale qui gouverne leur agir social, en principe, les autres peuples devraient s'en méfier. C'est pour ça que Habermas insiste sur les personnes concernées. Les personnes concernées peuvent décider que culturellement, c'est pour ça que vous avez par exemple les républiques islamiques. Vous avez des républiques islamiques, ce qui, dans d'autres parties du monde, est considéré comme une aberration. Donc, les gens peuvent estimer que, dans notre contexte, voici comment nous mangeons, voici comment nous prions, voici comment nous menons notre relation à l'autre, voici comment nous nous habillons, à partir du moment où ils sont consensuellement d'accord sur ce projet, sur ces artefacts-là qui organisent leur vie sociale. Qui êtes-vous bien, qui sommes-nous pour leur dire qu'ils n'ont pas raison? Donc, la démocratie serait à partir de ce moment l'expression de leur volonté commune dans leur expression sociale et politique. Donc, si vous me demandez les formes de démocratie, je vous dirais, il y a autant de démocratie que de cultures partagées dans lesquelles sont associées les personnes concernées dans des pays concernés. D'accord. Justement, en revenant sur le pouvoir discrétionnaire, il est nécessaire à un moment donné, bien sûr de manière encadrée, que celui qui détient le mandat, soit des directions, soit des représentations, puisse engager un certain nombre d'initiatives personnelles, oui. Mais avec, à titre personnel, une certaine distance par rapport à l'impact personnel ou alors à la vision personnelle qu'il a de l'activité. De plus en plus, beaucoup de constitutions le consacrent, celle du Cameroun notamment, l'interdiction du mandat impératif. C'est-à-dire, c'est notre constitution qui le dit, tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire, c'est le mandat représentatif qui est mis en avant. Le peuple, dans l'espace temporel de la durée du mandat, n'a aucun droit de regard en réalité sur ce que feront les parlementaires. Et c'est un problème. Voilà. Et c'est un problème. C'est un problème, et c'est un problème sérieux. Parce que, prenons un exemple, vous devenez chef de l'État, et vous vous dites, je crois qu'il faut le dire, on l'a vu à Paris avec le président actuel, il dit qu'il va fermer l'ENA. Le prochain président vient, il dit, je vais ouvrir l'ENA. Celui qui vient après, je vais fermer l'ENA. Et celui qui vient plus tard, je vais ouvrir l'ENA. Je crois que ça s'est passé, il y a des candidats à la présidence de la République au Cameroun dans quelques élections qui ont dit je vais fermer l'ENAM. Les autres vont dire je vais ouvrir l'ENAM. Donc, la démocratie devrait s'arranger pour que ce type de décision personnelle des individus sur des questions, des structures sociales, sur l'organisation sociale, passe par quand même une délibération. Parce que si ça vient de votre seule volonté, vous pouvez avoir raison. Ça, il faut le dire. Il peut arriver que le représentant du peuple ou qu'un chef d'État prenne une décision qui est tout à fait louable, même si aucune décision n'est jamais partagée par tout le monde. Il peut prendre une décision qui est tout à fait louable. Mais il serait important que chaque fois qu'il prend une décision, surtout qui touche l'organisation sociale, qu'une assemblée se prononce sur la question, pour que ce ne soit pas le fait de sa seule personne, mais que ça reste une action sociale. La vie politique, les systèmes politiques ne s'organiserait-il pas uniquement dans un cycle pour basculer à la dernière articulation sur l'avenir de la démocratie ou l'avenir des démocraties? Un cycle dans le sens où, de manière circonstancielle, on se retrouverait soit dans des régimes autoritaires, dans des situations autoritaristes, et puis dans d'autres circonstances, se retrouver dans des situations démocratistes. L'avenir de la démocratie. Ben, vous pensez que on passe de la démocratie à la dictature. L'idéal aurait été, vous voyez, nous l'avons fondé sur la notion de l'égalité. S'il faut que je précise. Oui. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression, avec le contexte actuel qui est marqué par une diversité des moyens d'expression démocratique,
au niveau des réseaux sociaux, les voies numériques. Déjà, il y a des consultations référendaires, il y a des consultations électorales qui se passent par voie numérique. Il y a des grèves constantes, il y a des mouvements de rébellion politique, on va le dire ainsi. Il y a les milieux habituels qui ont émergé entre les années 70 et 80, la presse, les syndicats, ainsi que les partis politiques, qui à un moment donné ne représentent plus réellement, ou alors ne rendent plus réellement compte des aspirations populaires. Plein de situations ont fait en sorte qu'il y a une explosion de la volonté, d'une volonté de manifestation des citoyennetés, ou alors des besoins des citoyens. Finalement, en rentrant dans ce schéma où on est constamment en train de questionner, de dire non, de dire oui, en fonction des affects, en fonction des émotions, et réellement, on peut rentrer dans l'anarchie. Et pour quitter l'anarchie, il faudra certainement rentrer dans un système plus ou moins autoritaire. Après l'autoritarisme, on rentre dans la démocratie, et ainsi de suite. Vous pensez qu'il y a une alternance permanente du point de vue historique entre la dictature et la démocratie, Non, je pense que il faut considérer que les peuples, l'éducation permet aux peuples, aux individus de se transformer progressivement. De là où nous sommes partis, quand vous étudiez l'histoire des sciences, l'histoire politique, vous comprenez bien que vous allez bien me dire que ça existe encore des chefferies où il existe des chefferies au Cameroun où des chefs font ce qu'ils veulent. Les chefs font la prison, ils se font payer les impôts dans une république. Voilà, ça, tout ceci on peut interroger. Et le pouvoir politique ou bien la République peut s'interroger davantage pour donner un sens à ça, pour voir comment est-ce que ces disons comme ça, ces micro-nationalités rentrent dans la République. Mais pour en revenir à votre préoccupation, non, il faut considérer que l'éducation idéale devrait permettre aux uns aux autres de comprendre qu'ils sont égaux aux autres personnes. Et le problème naît à partir du moment où il y a une comment je dirais ça? Il y a une prétention de supériorité chez ceux qui gouvernent. Ça se voit dans des pays, ça se voit sur l'aspect des relations internationales. Ceux qui ont le pouvoir ont tendance à penser qu'ils ont ce pouvoir naturellement. Ils oublient très souvent, bien très vite, que ce pouvoir, c'est une délégation. Et que chaque manifestation, chaque grève annoncée est le signe du mécontentement de ceux qui, appelons ça, sont gouvernés. Et normalement, si ce que vous avez dit tout à l'heure est vrai, que ceux qui sont des représentants sont éclairés, ils devraient considérer une grève comme un moment d'écoute pour comprendre pourquoi est-ce que le peuple ou bien une sphère de la vie sociale ou bien du capital travail se met en grève. Ça permettrait, si on était dans cette écoute permanente, ça permettrait que chacun reconsidère sa place, reconsidère minimalement le rôle social qu'il joue, parce que le rôle qu'il joue, tout le monde peut le jouer, parce que la démocratie, s'exprimant dans des instances, dans une organisation, dans des pouvoirs bien exprimés, voudrait que l'énergie, le thanatos, l'énergie négative de l'individu se retrouve dans l'institution, pour que l'institution neutralise cette énergie, pour que ressorte de manière pacifique, paisible et plus équilibrée la distribution des pouvoirs. De sorte que l'individu, et c'est ça ce sur quoi j'insistais tout à l'heure, de sorte que la personne ne soit plus à elle seule l'actrice du mouvement social, mais que ce soit l'institution. Parce que l'avantage de l'institution, c'est que c'est le groupe de personnes qui décident de discuter d'une question et de transposer leur idée en sortie dans une idée majeure qu'on peut mettre dans une institution. C'est par exemple le Parlement, c'est par exemple la présidence de la République, c'est par exemple le Sénat. Tout ceci, le Sénat
c'est quoi? Le Sénat, c'est l'expression fédérée des idées des gens qui viennent se mettre dans le Sénat pour qu'ils jouent un rôle. Les individus qui sont dans ce Sénat ne représentent pas grand-chose. Ils ne représentent que le temps que leur accorde la société qui leur donne ce pouvoir, provisoire, transitoire. Donc, eux, ils devaient comprendre qu'ils sont là, non pas parce qu'ils sont excellents ou ils sont meilleurs que les autres, mais davantage parce qu'ils jouent un rôle social. Et si c'est ainsi fait, il est certain que la société devrait être évoluer vers cette démocratie idéale que nous recherchons. C'est-à-dire que on devrait être dans une logique où on s'accepte mutuellement, où on respecte les autres dans ce qu'ils peuvent apporter socialement, où ensemble on peut construire un projet social dans lequel chacun se sent heureux. N'oublions pas la définition par laquelle nous avons commencé. Chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Et c'est sur ces mots de fin que nous allons remercier le docteur Jacques Debroc-Koukam d'avoir accepté d'échanger avec nous sur le concept de démocratie. Merci, docteur Koukam. Je vous en prie, Fabrice. Mesdames, Messieurs, à bientôt sur Africa TV.